Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, Antoine Pénoux vient nous présenter l'application Chill Time. Notre invité Marie-Josée Boisvert nous parle du centre de soir Denise Massé. Pierre amène à ses espressos et espressos allongés la peur des mots. Tout ça dans le menu de Folie douce. Vous écoutez l'émission numéro 802. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est Antoine Pénoux. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble d'une application assez innovatrice, si on veut, une application application mobile qui s'appelle Chill Time. On va évidemment parler de ça, mais j'aimerais ça parler aussi un peu de votre rôle. En fait, vous êtes étudiant, en fait, candidat au doctorat en psychologie clinique. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que c'est justement ce domaine d'études-là? Ça ressemble à quoi? En psychologie clinique, chaque étudiant qui commence un parcours là, dans ce diplôme-là va toujours travailler sur deux fronts, si je peux dire ça comme ça. Ouais. D'un côté, il va avoir une formation clinique pour devenir un psychologue qui joue le rôle qu'on connaît peut-être un peu plus en rencontre individuelle, en bureau privé. Okay. Et d'un autre côté, il va avoir une formation aussi en recherche. Alors, c'est là qu'il va faire des travaux, il va développer une thèse de doctorat là, en bonne et due forme, où est-ce qu'on va chercher avec notre directeur de recherche qui est assigné à nous, on va chercher un sujet, on va rechercher une problématique, on recherche un problème qu'on rencontre dans un domaine précis. Dans mon cas, pour notre laboratoire, c'est surtout la psychose. Mm-hmm. Alors, on va chercher des problématiques qui sont présentes chez les gens qui ont cette réalité-là. Ouais. Et on va essayer de voir comment nous autres, en faisant des recherches, on peut essayer de pallier à ce problème-là. Oui, puis avancer, peut-être trouver justement des façons de faire qui feraient en sorte que d'amoindrir peut-être les effets négatifs de ce genre de problématiques-là. Oui, c'est ça. Ça peut être autant au niveau de réduire les effets négatifs comme des symptômes. Là, c'est ce qu'on connaît beaucoup, la psychose, la schizophrénie, les hallucinations et tout. Mais ça peut être aussi pour aider les gens à pouvoir mieux se réintégrer. C'est là aussi toute la mission qu'on a dans notre laboratoire, c'est d'essayer aussi d'encourager la personne à pouvoir se rétablir dans tous les aspects de sa vie. Alors, par exemple, on a aussi des recherches de mes collègues qui vont plus s'intéresser aux relations amoureuses. Admettons, alors, comment on fait des thérapies de groupe sur comment pouvoir rentrer en relation pour avoir des relations amoureuses. Ouais. Parce que ça aussi, c'est une réalité de ces patients-là, de ces clients-là, que je pourrais dire, ces personnes. Oui. Qui est difficile. T'sais, au-delà des symptômes, il y a aussi toute des habitudes de vie puis une réalité quotidienne dans lesquelles on peut essayer d'apporter de l'aide, puis on peut les accompagner aussi. Oui, ça arrive souvent que les gens vont être très solitaires puis isolés et tout ça. Donc, effectivement, entrer en relation avec autrui, c'est peut-être plus difficile. Il faut dire aussi que c'est à l'Université de Montréal que vous êtes. Je ne l'ai pas mentionné, je pense, au départ. Mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi que ça soit pratico-pratique, que le domaine d'études vous amène à travailler dans un domaine, mais qui va comme avoir des résultats probablement très pratiques, très tangibles. Hein? C'est ça qui est bien aussi. Mm-hmm. Oui, mais on travaille autant au niveau... on a toujours des recherches un peu plus théoriques qu'on fait de notre côté, sauf qu'on essaie toujours qu'il y ait une visée pratique là, au projet qu'on met en place. C'est stimulant aussi, puis ça donne de l'espoir pour l'avenir, parce que vous allez commencer une carrière, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous motive aussi. C'est intéressant d'avoir du pratico-pratique aussi. Donc, si on parle d'application mobile Chill Time, c'est une application qui a été lancée, ou en tout cas qui a été annoncée assez récemment, je pense que c'est l'automne 2019. On a entendu pas mal dans les médias. Qu'est-ce que c'est, cette application? Chill Time, ça se veut être simplement, ça se veut être un outil pour pouvoir gérer son stress. On appelle ça la régulation émotionnelle en psychologie, mais c'est un mot pour dire gérer des états où est-ce qu'on se sent débordé quand on parle de nos émotions. OK. Alors, ça se veut être un outil qui va apporter une aide de façon assez personnalisée, quand même, à chacun des utilisateurs qui peut le télécharger. Et il veut apporter une aide en offrant toutes sortes de catégories d'exercices qu'on peut faire pour pouvoir soit calmer notre stress ou pouvoir se sentir mieux quand on se sent déprimé. C'est quelque chose qui existait moins avant, parce qu'avec la technologie, il y a des très mauvais côtés de la technologie, mais il y a ces bons côtés-là qui permettent d'améliorer souvent à moindre coût, de faire ce genre d'action-là ou de ce genre de suivi-là auprès d'une personne. Autrefois, sans application, c'était presque impossible. Oui, mais c'est ça, c'était difficile, mais là, de ce temps-ci, faut dire qu'au Québec, on a toujours un peu de retard à cause qu'on est entouré d'outils qui sont surtout créés en anglais. OK.
Alors nous, de notre côté, on voyait le potentiel pour pouvoir créer ce genre d'outils-là. Il y en existe déjà beaucoup sur le marché. Nous, la langue qu'on a pris face à ça pour développer l'outil, c'est parti d'un constat, en fait, qu'on avait quand on se rend compte des applications qui sont disponibles sur, pour Apple, c'est le App Store ou le Google Store pour Android. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air intéressantes au niveau du contenu, au niveau de la façon dont ça a été créé, sauf qu'on se rend compte que très peu d'entre elles sont validées scientifiquement. Okay. Alors, quand on parle d'outils pour, admettons, gérer le stress ou pour pouvoir s'aider avec la maladie bipolaire, admettons, mais on voit des outils qui sont intéressants, sauf que des fois aussi, étant donné qu'ils n'ont pas été validés, il y a des risques qui sont associés à ça. Quand on dit valider, ça veut dire qu'on veut être sûr que ce qu'on y retrouve, ça fait du sens. Comment on peut valider, en fait? Valider, ce qu'on entend par valider, c'est de pouvoir tester l'outil avec les personnes qu'on vise. Alors nous, dans notre cas, ça va être des gens qui présentent des troubles psychotiques et des enjeux de consommation, parce que ça va souvent ensemble. Ouais. Ça, là. Et nous, on veut viser à ce que ce soit quelque chose qui soit jugé utile et pratique par les participants et par des questionnaires et des évaluations qu'on va faire. Alors, quand on dit valider, c'est de s'assurer que l'outil qu'on a devant nous a été testé avec des personnes sur le terrain et qu'il en est ressorti des bons résultats. Ouais. C'est quelque chose qui est très important, surtout dans la situation où est-ce que il y a quelques années, on rapportait encore dans des revues des applications mobiles qui véhiculaient des informations qui pouvaient être quasiment dangereuses. Je pense à la maladie bipolaire. Il existait des applications qui disaient que le trouble bipolaire était contagieux il y a encore pas longtemps. Alors, toutes sortes d'informations qui sont un peu douteuses puis qui comportent un risque sur la façon dont on peut comprendre la maladie mentale. Alors, d'avoir quelque chose qui est validé puis qui a fait l'objet d'une recherche complète, pour nous, ça nous apparaissait essentiel si on voulait présenter un outil comme ça. Ça, c'est une application qui est actuellement en fonction ou on est encore en développement de l'application? C'est une application qui a été développée, mais elle n'est pas encore disponible. Okay. Parce que, comme je dis, nous autres, on tient à ce que le produit qu'on va offrir soit validé. Ouais. Alors là, on est en cours de validation en ce moment. Alors moi, là, j'étais encore hier là, en train de rencontrer des patients avec qui on est en train de tester l'application en tant que telle. Ça se fait à l'hôpital Louis-H-Lafontaine, dans l'est de Montréal. On est en train de tester l'application. Éventuellement, là, on devrait avoir des résultats qui vont nous permettre de pouvoir publier et de pouvoir l'offrir là, au plus grand éventail de gens. On veut la garder gratuite là, pour pouvoir l'offrir. Actuellement, avec la validation, ça répond bien. Est-ce que c'est parce que, tu sais, quand vous créez un projet, vous mettez quelque chose en place, j'imagine, vous attendez un certain... vous attendez que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne comme de la façon que vous vouliez? Oui, mais on a eu des bons retours jusqu'à présent. Ouais. On a pris le temps de faire des séances de consultation avant de lancer le projet parce qu'on voulait s'assurer que ça allait être utilisé, bien entendu. Et on a eu des bons retours là-dessus. C'est ça, ça regarde bien. Les gens avaient l'air satisfaits de ce qui était offert et c'est ça, là, on attend de voir pour la suite. Comment vous avez procédé? Parce que vous êtes dans le domaine d'études, mais la technologie, est-ce que vous êtes associé à d'autres étudiants, je sais pas, qui peuvent vous aider? Comment ça s'est monté? Ouais. Mais ça a été tout un long processus, je dois avouer. Ça a été beaucoup de travail là, de tout le monde. On a commencé par faire des recherches sur comment ça pouvait se monter. Là, on est parti de rien là, avec notre laboratoire. On a tout appris ça. Et on a commencé à chercher des firmes d'ingénierie informatique. On s'est finalement associé avec PsyX Innovation, qui est une firme là, qui est basée à Montréal, dans le Vieux-Montréal, ici, avec qui on a monté le produit. Alors, la façon dont on travaillait, nous autres, c'est que moi, personnellement, j'ai fait les présentations graphiques, tout ce qui est le visuel de l'application et je cherchais les exercices qui étaient validés empiriquement, toujours des bons exercices. J'amenais ça, puis je transposais ça de manière à ce que ça puisse se voir sur une application. Et en deuxième temps, je me présente chez l'ingénieur, qui, lui, va faire toute la partie codage et intégration dans un outil pour pouvoir ensuite avoir le produit fini. Comme ça. On a travaillé en faisant des va-et-vient là, comme ça pendant au moins 7-8 mois. Là. OK. Fait que depuis le début, ça date quand même de longtemps, depuis les premiers balbutiements de l'application. Là, ça fait plusieurs années là, quand même. Qu'on est sur ce projet-là. C'est qu'il y a beaucoup d'étapes avant de voir le produit fini. Là. Faire une application... on s'attendait à ce que ce soit du travail, mais c'est de grande ampleur. Puis dans les études, est-ce que vous finissez bientôt les études ou comment ça fonctionne par rapport au projet? Je me demande que vous voulez voir le projet
prendre son envol, mais est-ce que des études se poursuivent aussi? Moi, dans le cadre de mon projet de thèse, l'étude que je vais faire va se terminer quand j'aurai fini mon projet. OK. Mais c'est sûr que cet outil-là, on a travaillé fort là, pour conserver les droits d'auteur aussi, de manière à ce qu'on puisse l'utiliser dans d'autres projets. Ouais. Là, on pensait déjà, il y a toutes sortes de possibilités là, qu'on avait vues. Là, on avait pensé à peut-être des applications en gériatrie ou auprès des jeunes aussi. On pense à les jeunes au secondaire. Là, on pense à la nouvelle réalité dans laquelle on vit avec le cannabis. Oui. C'est quelque chose qui pourrait être, qu'on pense à peut-être appliquer à ce moment-là. Dans les grandes lignes, évidemment, il pourrait y avoir des changements, mais dans l'application, concrètement, est-ce que les gens, comment, disons, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on y retrouve? Est-ce qu'on trouve de l'interaction? La manière dont on a créé Chill-Time, le mot d'ordre qu'on avait, c'était la simplicité. OK. Étant donné que nous, nos recherches, qu'est-ce qu'on a compris, c'est que les gens qui avaient des problématiques psychotiques, des fois présentent des enjeux cognitifs, qu'on dit, alors des difficultés à se concentrer, à maintenir plusieurs informations dans la mémoire en même temps pour essayer de comprendre le texte qui est présenté. Et le problème qu'on rencontre dans la réalité avec les applications qui sont disponibles, c'était qu'il était trop compliqué pour qu'ils puissent être bien utilisés. On se rendait compte que ces gens-là avaient tendance à laisser faire puis à pas les utiliser. Fait que nous, pour pallier à ça, on a créé quelque chose avec un outil avec le moins d'informations possible, seulement l'essentiel qu'on avait. Fait que la façon dont c'est organisé, c'est on a une interface, la personne s'inscrit et ensuite on y présente 4 catégories d'exercices qu'elle peut faire et en fonction de ça, la personne peut choisir ce qui lui plaît le plus. OK. Ouais. Non, c'est intéressant. C'est intéressant déjà d'enlever la complexité, je pense, c'est déjà un gros point qui peut être vraiment, qui peut donner comme un drôle des fois une drôle d'impression. La première impression est importante. Alors, c'est ça, c'est. J'imagine que dans votre validation, vous voyez aussi que les gens font pas un pas derrière, là. Ils sont probablement embarqués dans l'application. Oui, c'est un commentaire qu'on a eu souvent, juste le retour sur le fait qu'une fois qu'on télécharge l'application puis qu'on l'ouvre, on n'a pas à peu près 8 informations en même temps sur la même page. Ouais, et puis on n'arrive pas à trier qu'est-ce qui se passe. Là. Nous autres, il y a une chose à la fois qui s'est présentée, puis ça se passe de manière en séquence comme ça, mais jamais tout en même temps. Oui. Donc, Antoine Pénoux, vous êtes candidat au doctorat en psychologie clinique, laboratoire L'Espoir, et on parle de l'application Chill-Time. Les gens qui veulent en savoir plus ou suivre le déroulement de l'application, éventuellement, elle va être disponible aussi. Je pense que les gens vont pouvoir la voir justement soit par Apple ou soit Android. Oui, on vise éventuellement à ce qu'elle soit disponible. Oui, c'est ça. On n'a pas encore de date précise parce que ça va toujours dépendre des données qu'on a, là, bien entendu. Sauf qu'éventuellement, c'est ce qu'on vise. Là. On va en faire l'annonce quand ça... Est-ce qu'il y a une façon de suivre le déroulement? Est-ce que vous êtes, je sais pas, sur certains réseaux sociaux ou sinon par des sites web? Mais il y a toujours le fil d'actualité de notre laboratoire, l'Espoir, qui est disponible, l'espoir.ca, où est-ce qu'on peut aller chercher les différentes actualités et qui compose le laboratoire et comment la recherche est faite là-dessus. Fait que quand ce sera disponible, ça va être sûrement une des premiers endroits où est-ce que ça va être annoncé. L'espoir.ca, excellent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est intéressant d'en avoir entendu parler. Puis sûrement qu'on se reparlera quand l'application sera vraiment lancée pour avoir justement peut-être la suite du projet. Merci beaucoup, Antoine Pénoux, d'avoir été des nôtres. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. Bonjour Pierre Laporte, c'est le sujet donc aujourd'hui, la peur des mots. Oui, salut Yvan. Oui, la peur des mots, ou on pourrait dire le politiquement correct vire à la maladie mentale. J'ai déjà parlé par le passé du politiquement correct. Ouais. Mais là, je suis tombé sur un article écrit ici au Québec qui s'appelle comme ça carrément le PC vire à la maladie mentale. Ben, c'est vrai que ça peut devenir... Ben, on peut se poser la question, est-ce que c'est rendu trop loin ou est-ce que tous ces efforts-là ont vraiment des retombées positives? Il faudrait que j'y revienne dans un autre espresso pour être... fair, comme on dit en bon français. Voir les deux côtés de la médaille. Ouais. Alors, cet article-là, le premier article, écrit par M. Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue formé à l'UQAM, essayiste et chroniqueur canadien d'orientation conservatrice, qui tend à provoquer la polémique par ses idées. Ouais. C'est-tu ton genre de gars, ça? Je connais, là, puis je sais qu'il polarise pas mal les opinions, effectivement. Ouais. Alors, tu vois, c'est un court article, en fait. Il nous dit « Le politiquement correct fait des ravages partout en Occident. Il nous pousse à la folie collective. »
Et en 2018, c'est à Florence, en Italie, qu'il a frappé. Léo Muscato, chargé de mettre en scène l'opéra Carmen, trouvait insupportable sa scène finale quand Carmen est assassinée par un homme fou de jalousie. L'argument étant que on ne saurait, dans un monde comme le nôtre, banaliser la violence faite aux femmes. Alors maintenant, si on comprend bien, c'est elle, Carmen, qui devrait tuer son agresseur en se défendant contre lui. Ouf! Écrit-il, immense soulagement. C'est ce qu'on appelle réécrire un chef-d'œuvre de l'histoire de l'opéra. Comment ne pas être fasciné par tant de bêtises et de rectitudes politiques? Faut-il désormais comprendre que nous pourrons non seulement réinterpréter, mais même réécrire les opéras, les pièces de théâtre, les romans ou les films dont la finale nous heurte aujourd'hui? Ça, je suis pas mal contre, en réalité, de changer l'histoire, là. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux réécrire la fin de Madame Bovary, nous dit M. Bock-Côté. Est-ce que je peux réécrire la conclusion des pièces de Molière? Est-ce que je peux même changer la guerre des Tucs? Sommes-nous désormais autorisés à mutiler les œuvres en fonction de nos obsessions idéologiques? Faut-il soumettre l'art à un nouveau catéchisme moralisateur et interdire la représentation de ce qui entre en contradiction avec lui? Combien de livres devrons-nous censurer? Ouais. Parce que c'est un peu ça, au fond, c'est comme une espèce de censure, mais une censure nouvelle. Et on a l'impression que ça s'est jamais fait au courant des années. Tu sais, je veux dire, il y a certains opéras qui datent de longtemps, mais c'est à notre époque que ça se passe. Tu sais, il y a des périodes qui auraient pu faire ça, mais je pense qu'ils ne se sont jamais donné le droit de changer quoi que ce soit. Là. C'est une bonne question à se poser. Ouais. Monsieur Bock-Côté dit « On le sait, certains militants antiracistes et féministes le demandent, explicitement même. Ils signent des tribunes dans les journaux pour dire que la culture doit se soumettre aux bonnes valeurs, soit les leurs. Au Québec, ils sont de plus en plus présents. Une œuvre artistique peut-elle encore représenter la réalité humaine, ses désirs avouables et inavouables, ses beautés, mais aussi sa part horrible? Ou devrons-nous, comme au temps des curés, passer devant un comité d'idéologues qui nous soumettra la création à sa conception de la vertu? Ouais. Non, c'est sûr que c'est pour ça qu'on disait en début de chronique, tu sais, que ça devient de la santé mentale, parce que c'est vrai, effectivement, là, on s'accroche les pieds dans les fleurs du tapis solide. On trouve que ça va trop loin. Ouais. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « Langue française, la peur des mots, les mots de la peur ». Et ça, c'est un article écrit par un Français, donc nos cousins français se posent la même question. J'imagine qu'aux États-Unis et ailleurs aussi, on se pose des questions semblables parce que c'est partout en Occident. Oui, c'est ça, la politiquement correct, je pense que c'est un peu partout, effectivement. Alors, cet article est écrit par M. Franz Vaillant, qui est journaliste, biographe et réalisateur français, né à Pau, dans le sud-ouest de la France. Il est rédacteur en chef à TV5 Monde depuis 2010. C'est sur le site Information TV5 Monde. Alors, il nous dit, tiens-toi bien là, il nous dit... Oui, je me tiens là, après la table. Il nous dit croissance négative, flexi-sécurité ou décruté. Un flot de mots nouveaux remplace des expressions jugées trop négatives. Venues le plus souvent du champ politique, ces désignations nouvelles conquièrent la sphère journalistique et maquillent le sens premier, souvent plus brutal. À qui profite le crime? La révolution s'est opérée doucement. Ni odeur de poudre, ni cri, ni bataille menée par aucun linguiste. Insensiblement, des expressions inédites ont vu le jour. Elles ont tout à coup désigné ce que l'on croyait pourtant bien connaître, soit la vie en société, la hiérarchie et ses règles. Et il n'y a eu aucune résistance, aucun signal d'alerte. On croirait qu'il nous parle d'une guerre. Aussi. Le poison technocratique a été inoculé dans le langage courant pour brouiller les pistes et rendre désuètes nos références habituelles. Le but de la manœuvre non avouée est simple, raboter les angles pour nous faire admettre une réalité parfois désagréable. L'opium sémantique s'est propagé et l'accoutumance a suivi. Dans un ancien spectacle intitulé « Inculture », merveille d'intelligence corrosive, M. Franck Lepage, acteur et militant de l'éducation populaire en France, disait « On pense avec les mots, ce n'est pas le contraire.
Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans le seconde... dans le second volet. Le second espresso. L'espresso allongé. On va le déguster en pouvant écouter tes paroles sur la peur des mots à Folie douce. À venir dans l'émission, nous recevons Marie-Josée Boisvert du Centre de soir Denise Massé, un des rares organismes en santé mentale ouverts en soirée et les week-ends. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec la peur des mots. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Marie-Josée Boisvert. Bonjour, Mme Boisvert. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Centre de soir Denise Massé, une ressource dont on a déjà parlé dans l'histoire de Folie douce, et qui est une ressource qui est assez originale puisqu'elle est ouverte le soir. Donc, dans les ressources en santé mentale, c'est plutôt rare, je pense même à ce jour. Pouvez-vous nous parler un peu de l'historique? Pourquoi, quand est-ce que d'abord a été fondée la ressource et pourquoi? En fait, le Centre de soir a été créé en 1989. On vient de fêter nos 30 ans en octobre 2019. Okay. Le Centre de soir a été mis en place vraiment pour combler un espace de soir et de fin de semaine, un moment où les gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale se retrouvent isolés, où les moments de détresse peuvent être un peu plus ressentis. Ils sont vécus plus durement, souvent, c'est ça? Et depuis, on est encore une des seules ressources à être ouvert sur ces horaires-là. On est ouvert du mercredi au dimanche, de 5h à 10h. Donc, vous comblez un peu le manque d'autres ressources, tu sais, qui, elles, souvent sont ouvertes dans des... Bon, des fois, un peu le soir, peut-être en début de soirée, mais surtout de jour, c'est ça? Exactement, exactement. On a certaines activités le jour, des activités d'employabilité, mais nos activités principales se passent le soir, effectivement. Donc, l'idée originale d'ouvrir le soir a eu sa raison d'être, parce qu'il y a encore un besoin, si vous continuez toujours, probablement, de garder ce nom-là et d'être ouvert encore en soirée, et même les week-ends. Ça aussi, dans le fond, c'est vers la fin de la semaine, en soirée, alors que probablement la plupart des ressources sont fermées. Sont fermées, ou les autres activités, les services du réseau sont aussi plus au ralenti ou terminé. Et Denise Massé, on m'avait dit à l'époque, vous avez sûrement l'histoire, ça fait comme 27 ans que vous travaillez à la ressource, c'est pas d'hier. Denise Massé, on me disait que je pense que c'était une infirmière dans le domaine de la santé mentale. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Denise Massé, c'est une infirmière qui travaillait au centre de santé mentale à Saint-Luc, l'hôpital Saint-Luc. En fait, elle n'a jamais eu connaissance que le centre existait. Elle est décédée de ce que moi j'ai entendu, c'est qu'elle est décédée d'un cancer. Je pense 1 an avant l'ouverture du centre. Et les fondateurs de l'organisme ont décidé de nommer le centre à son nom parce que c'était une infirmière qui avait une approche très communautaire. Okay. Même si elle travaillait dans le réseau, c'était quelqu'un qui avait vraiment des valeurs et une approche humaine et communautaire. Ouais, et il faut dire que vous êtes quand même pas si loin de l'hôpital Saint-Luc parce que vous êtes presque au centre-ville, on pourrait dire, sur l'ancienne rue à Amherst, qui a changé de nom. Oui, la rue Atateken. Oui, voilà, c'est ça. Alors, donc, si vous étiez quand même proche, c'est un secteur qui est proche de l'hôpital Saint-Luc. Est-ce qu'on peut parler de la clientèle? Qui sont les gens qui vont qui vont avoir recours à vos services là-bas? En fait, on accueille une clientèle adulte, 18 ans et plus, de façon vraiment historique. On a toujours eu une clientèle plus masculine. Okay. On a toujours eu environ 75% de la clientèle qui était hommes et 30% de femmes, plus ou moins. Là. Okay. On reçoit une trentaine, de 30 à 50 personnes par soir. C'est des gens qui viennent de différents milieux, qui sont référés soit par le réseau, par les hôpitaux, d'autres organismes communautaires ou tout simplement aussi de bouche à oreille. De bouche à oreille ou en écoutant, c'est ça, soit des entrevues, en lisant des articles comme l'entrevue, on va peut-être inciter des gens à y aller. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Donc,
les centres, en fait, ça a sûrement évolué parce que, tu sais, on a souvent parlé de centres de jour ou de centres de soir qui est des fois un peu réducteur dans le sens que les gens disaient, les gens vont comme se stationner là, boire du café, jaser. J'imagine que ça a évolué beaucoup. Là. C'est pas nécessairement ça, le domaine de la santé mentale. Il y a de la socialisation, mais j'imagine qu'il y a des choses aussi organisées. Hein. Bien, c'est sûr que notre mission, c'est vraiment d'accueillir des gens de soir et de fin de semaine, mais c'est vraiment les aider à sortir de l'isolement, créer un réseau d'appartenance, développer des liens, un lien d'entraide entre eux. Pour arriver à ça, on a recours à plusieurs moyens. En fait, on a 4 volets. On avait 3 volets. On a un 4e volet depuis la dernière année. Il y a le volet accueil de soir où les gens peuvent venir de façon volontaire, sans participer, juste en étant dans la salle pour communiquer avec d'autres personnes, se référer aux intervenants sur place, des gens qui ont besoin d'écoute ou tout simplement de socialiser. Briser l'isolement. Tout à fait, exactement. Lors de ces soirées-là, il y a des activités qui sont ponctuelles ou des activités qui sont organisées. Différentes activités, ça peut être des activités culturelles, des activités éducatives, des activités sportives. De façon régulière, il y a toujours des gens qui sont sur place qui jouent à des jeux de cartes, à des jeux de société. Mais ou sinon, c'est vraiment... on a un horaire d'activité qui est fait de façon démocratique avec la clientèle. Fait que l'horaire, en fait, notre horaire d'activité représente vraiment les gens qui viennent sur place. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, puis qu'est-ce qu'ils suggèrent, puis ces choses-là, c'est pour eux, donc c'est pas quelque chose qu'on impose. On veut que les gens viennent se sentir bien ou à la ressource, c'est ça? Oui, à tous les mois, on a une réunion d'activités où on planifie les activités pour le mois suivant. Ouais. Fait qu'on prend vraiment les activités qui sont votées plus souvent, puis on les met sur l'horaire. La particularité de notre organisme versus d'autres organismes du secteur ou de d'autres milieux, c'est qu'on offre des activités à prix réduit. Le but, c'est vraiment de pouvoir donner accès à des activités pour des gens qui ont peu de moyens. Fait que de façon générale, l'organisme paye 2/3 de l'activité et on demande une contribution à chaque membre. Membre, c'est vraiment, on appelle les gens qui fréquentent le centre, on les appelle membres. On leur demande 1/3 du prix. Qui est quand même intéressant parce que les gens veulent quand même vivre des choses culturelles ou autres, là, puis avoir un prix réduit, c'est quand même intéressant. Exactement. Ouais, parce que c'est une réalité, dans le fond, la santé mentale, c'est pas un mythe. Là. Je pense qu'il y a souvent des gens qui ont de la difficulté financièrement, parce qu'on parle souvent d'aide sociale, on parle de... Donc déjà que c'est pas facile, déjà qu'on a une problématique de santé mentale, on a d'autres, des fois, des enjeux, alors d'avoir un prix réduit, c'est bien, là. Oui, ça donne accès et la réalité aussi des gens dans le secteur, les logements, les chambres, les moyens pour se loger sont assez dispendieux. Ouais. Fait que oui, c'est de pouvoir les sortir un peu de cette réalité-là en offrant des activités qui vont leur permettre de développer et d'acquérir ou de maintenir certaines habiletés, mais aussi créer des liens entre eux. Oui, on m'avait dit à l'époque que le centre de soir de Lise Massé avait été parmi certains organismes qui avaient pu acheter son édifice avant que ça commence à monter les immeubles à Montréal. Ça, c'est quand même un gros plus. Est-ce que vous faites juste des activités ou avez-vous de l'hébergement aussi, le fait que vous avez quelques étages? Non, on n'a pas d'hébergement. En fait, on a 2 étages. On a 2 étages avec 3 locaux, si on peut dire. Il y a un local qui est vraiment pour l'administration. Les autres locaux sont utilisés pour les activités. Et dans un des volets, en fait, je vous parlais de l'accueil des activités. On a aussi un volet employabilité. Ouais. Un des locaux, en fait, sert en journée pour un des programmes d'employabilité qui est le journal. On a un journal, qui sort à tous les 2 mois. Okay. C'est un journal qui existe depuis 1995. Fait que c'est ça, on a des gens, on a 7 personnes qui sont sur des programmes d'employabilité qui écrivent, qui corrigent, qui font la mise en page et qui impriment. Qui ont rapport à la santé mentale, j'imagine différents articles, des chroniques, des choses comme ça. Pas nécessairement la santé mentale, vraiment selon leur intérêt. Okay. C'est vraiment pour développer des objectifs personnels. Il y a ce volet-là, employabilité, qui est au niveau journalistique, ou sinon on a aussi des gens qui sont sur l'entretien ménager, à la cantine. On a une personne qui nous aide au niveau de l'administration. Fait que c'est ça. Il y a différents volets d'employabilité et ces gens-là partagent les différents locaux. Ils sont là l'après-midi aussi pour travailler avec nous puis travailler des habiletés personnelles. Ouais.
Et un des locaux, en fait, on a un local qui était moins utilisé depuis plusieurs années et je pourrais vous en parler après. On a un nouveau projet qui est le projet Jeune qui qui utilise ce nouveau local. Pas ce nouveau local-là, mais ce local-là. Cet emplacement-là. C'est ça, parce que je voulais vous demander, en fait, souvent, la santé mentale, depuis, 30 ans, 40 ans, les gens ont vieilli. Tu sais, les gens qui avaient 20 ans, à ce moment-là, sont rendus des fois à 50, 60 aujourd'hui, les gens qui participent. Mais les jeunes, on se demandait toujours à l'émission ici, puis on a posé la question, on les rejoint comment, les 18-30 ans? Puis vous avez eu l'idée, puis en tout cas, le désir de mettre en place un programme. Pourquoi, justement, avoir pensé aux 18-30? Aviez-vous la même réflexion un peu que nous? En fait, oui, c'était un questionnement qu'on avait parce que, oui, quand, là, 30 ans, on avait des jeunes qui ont effectivement vieilli depuis et la clientèle s'est pas renouvelée. On avait ce questionnement-là au centre et on s'est rendu compte qu'il y a d'autres personnes, en fait, des partenaires de d'autres sources du secteur de d'autres secteurs et de d'autres régions même qui vivaient la même chose. On se demande toujours où est-ce qu'ils sont, finalement, Exactement. les 18-30, est-ce qu'on les rejoint quelque part? Parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas le même parcours que les gens de l'époque qui sont rendus plus vieux. Là. Exactement. Une des réflexions qui s'est faite à travers les tables de concertation, c'est que peut-être les jeunes se retrouvent pas, se reconnaissent pas. C'était des commentaires aussi qu'on avait de jeunes qui venaient nous rencontrer, mais qui revenaient pas. Ils disaient qu'ils se reconnaissaient pas dans les ressources qui étaient en place. Entre autres, nous, comme on fonctionne de façon démocratique, notre horaire d'activité avec des activités de bingo, des activités qui sont choisies par nos membres plus âgés, les jeunes se reconnaissaient moins dans ça. Ils se reconnaissaient moins dans la clientèle aussi parce qu'ils arrivaient, puis les gens en place avaient l'âge de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est ce qui fait qu'ils venaient pas. On s'est dit, en fait, avec différentes réflexions avec les autres partenaires, on s'est dit, si on créait un espace qui sont pour eux, vraiment réservés pour eux, à leur couleur, avec des activités qui leur ressemblent, que ça serait peut-être plus facile de les attirer. Fait que c'est ça. Avec l'aide de la CDC Centre-Sud, on a mis en place un comité de consultation auprès des autres ressources qui travaillent auprès des jeunes, mais des jeunes en difficulté. Fait que ça peut être les jeunes de la rue et tout ça. Et pour aller voir comment on pourrait attirer les jeunes. Fait que cette démarche-là, en fait, se fait depuis 1 an. Okay. Il y a eu une première 2 consultations auprès des organismes. Après ça, on a mis en place une consultation auprès des jeunes directement, pour aller chercher leur intérêt, ce qui ferait qu'ils viendraient dans une ressource comme la nôtre, mais vraiment dans un milieu, dans un local spécifique pour eux. Et à partir de ça, on a développé un local et des activités pour eux. Donc, c'est en marche, là. C'est à suivre et c'est à développer, effectivement. C'est ça, c'est quelque chose que vous comptez maintenir. C'est pas juste un essai, là. Vous voulez vraiment comme intégrer cette clientèle-là. Pour la première année, c'est un projet... c'est un vraiment... peu pilote, là, un projet pilote, pour le tester. Parce que c'est toujours difficile d'avoir des subventions. Évidemment, quand on a un nouveau projet comme ça demande aussi du personnel de plus. Ouais. Fait que la première année, on est dans la première année. Vous allez le tester, vous allez voir la suite, effectivement. Exactement. Ça passe tellement vite, croyez-le ou croyez-le pas, on a presque fini l'entrevue. Alors, il nous reste quelques secondes, mais les gens qui voudraient, est-ce que c'est ouvert à tous? D'abord, les gens, peu importe d'où on vient, c'est pas juste du milieu du centre-ville. Dans le fond, on peut être de partout si on veut avoir disons, accès à vos activités, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On a des gens qui viennent de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, oui, des gens même, des fois qu'on a vu de Québec, tout le monde est... Oui, il y a vraiment des gens qui viennent de partout. Et quelles sont les coordonnées? Peut-être le site web et le téléphone si on veut rejoindre le centre de soir Denise Massé? Le téléphone, c'est le 514-525-8059. Les coordonnées, vous pouvez aller sur la page web qui est le www.denise-masse.org et on a aussi une page Facebook. Vous pouvez aller voir des informations sur Facebook aussi. C'est mis à jour les activités puis ce qui se passe. Puis des photos, toutes sortes. Pour donner le goût peut-être aux gens d'y aller. C'est intéressant. Merci beaucoup. Donc, Mme Marie-Josée Boisvert, directrice générale du Centre de soir Denise Massé. C'était très intéressant. Je souhaite une bonne suite, particulièrement avec le projet des 18-30. Peut-être qu'on pourra en parler dans quelques mois, si ça se poursuit. Je suis vraiment curieux de savoir comment les jeunes peuvent justement avoir accès à ces activités-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Folie Douce. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous êtes branchés sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. C'est maintenant le moment du bloc Espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, on poursuit avec la peur des mots.
Oui, un article écrit par M. Franz Vaillant. Oui, son article sur Internet s'appelle « Langue française, la peur des mots ou les mots de la peur ». Alors, il nous dit « George Orwell, écrivain anglais, disait-il autre chose dans son célèbre ouvrage 1984, son fameux roman. » Ben oui. Il dit « Il faut citer des exemples. Ainsi, les chefs du personnel n'existent plus. Depuis quelque temps déjà, il faut employer à leur sujet l'expression « directeur des ressources humaines ». Là, je rappelle que c'est en France, donc ça varie un peu. C'est pas exactement les mêmes mots que chez nous, mais c'est quand même le même phénomène qui se produit. C'est qu'on a peur de dire chef, quoi. Oui, c'est peut-être ça. On a peur des mots, c'est ça. Oui, c'est carrément ça. On abrite tout. On a peur de notre ombrage. Oui. Monsieur Vaillant nous dit le mot personnel lui-même tombe en désuétude. On lui préfère le mot collaborateur. Esprit d'équipe oblige. Ici, le collaborateur ne fait plus l'affaire. Eh bien, on ne va ni le virer, ni le renvoyer, mais le décruter. Ah bon? Le décruter? Recruter, décruter. C'est ça le contraire. Puis M. Vaillant nous dit oui, le verbe existe. Et ce n'est pas la faute à la récession, le vilain mot, mais à la croissance négative. Nuance. Ouais. Donc, la récession, c'est fini, là. C'est la croissance négative. Dans le cas d'un licenciement collectif, l'annonce au collaborateurs, sera un plan de sauvegarde de l'emploi avec son inévitable plan social pour évoquer les personnes licenciées. Aussi, la fragilisation, qui inclut des horaires décalés et son lot de corvée, a donné naissance à la flexi-sécurité. Et qu'est-ce que la flexibilité, nous dit M. Vaillant, sinon la précarisation? Ne parlez plus de grève, le vilain mot, mais de mouvement social. Ah, wow! En France, en tout cas. Dans les supermarchés, depuis longtemps, il n'y a plus de caissières, mais des hôtesses de caisse. Ah ouais, ça c'est carrément en France, effectivement. J'ai jamais entendu ça ici. On n'a pas ça encore ici, non. Ça pourrait s'en venir. De même, si on cherchait un balayeur dans les rues des villes, on ne trouverait que des techniciens de surface. Ouais. Mais c'est qu'on a ça ici maintenant, non? Non? Je sais pas, honnêtement, comment on appelle ça. Ça se peut, c'est technicien de quelque chose, ouais. Ça se peut. Je sais qu'ici, au Québec, on dit des fois à la blague, au lieu de dire un concierge, on dit un mopologiste. Ouais, la mop. Hein? C'est plus une blague. Ouais. Non, mais en blague, moi, quand j'étais étudiant, j'avais un emploi, puis j'étais balayeur dans une entreprise, puis je me nommais moi-même directeur des services de maintenance, parce que j'étais tout seul à faire la job. Alors, M. Franz Vaillant nous dit, dans une démonstration particulièrement efficace, Franck Lepage aime à égratigner le discours politique en procédant publiquement à l'autopsie des mots utilisés. Bien entendu, toute ressemblance avec le vocable de certaines personnalités politiques est parfaitement volontaire. Par exemple, les journaux télévisés en France représentent une mine inépuisable de ces pudeurs linguistiques et proprettes qui, à terme, finissent par dévitaliser le langage. Les mots de la guerre, pour évoquer un conflit meurtrier, ont subi une sorte de javelisation. Pour ne pas indisposer la digestion du téléspectateur, terminer les cadavres dans les rues ou les enfants déchiquetés. Nous entendons à la place les expressions « frappe chirurgicale », si on l'entend ici, ou les dégâts collatéraux. Oui, effectivement, c'est vrai. Et nos voisins américains disent la même chose. Oui, c'est vrai, des frappes chirurgicales quand c'est vraiment bien ciblé, c'est vrai. Hein? Si des violences éclatent dans telle ou telle cité, le journaliste évoquera non pas une banlieue de l'immigration, mais davantage un quartier populaire. Les pauvres se nomment à présent les précaires. L'échec, écoute bien celle-là, l'échec scolaire a été banni du langage. Les parents de cancre peuvent relever la tête. On parle désormais de réussite différée. Ah, wow! Ça, c'est... tu dis au petit différé, juste pour quelques années, mais différé quand même. Ça. Tu dis au petit garçon... c'est juste, c'est en réussite différée. Si un chômeur tourne mal, ce voyou notoire sera un individu défavorablement connu de la justice ou de la police. C'est presque une blague, tu sais, dans le fond. Tu sais, quand tu faisais tes top 10, ça fait penser à ça. Une personne issue de la diversité est quelqu'un visiblement issu de l'immigration. Les vieux et autres personnes âgées n'ont plus leur place, ou presque. Dans les commentaires, on dit plutôt les seniors. Les handicapés
ça bouge, sont des personnes à mobilité réduite. Ça, on dit ça ici au Québec ça aussi. Puis dans le cas des personnes âgées, on dit des aînés souvent, oui. effectivement. Oui, et les aveugles en France sont devenus des non-voyants. Oui, ici aussi, ouais. M. Vaillant nous dit on y voit plus clair. Ouais. Bonne nouvelle, la France a perdu ses chômeurs. Qu'on se rassure, on les a retrouvés en qualité de demandeurs d'emploi et de prospecteurs d'emploi. Hélas, les courbes statistiques restent intactes. Faut-il encore signaler ces pléonasmes qui perturbent nos esprits? Combien de temps, nous dit M. Vaillant, encore entendrons-nous la démocratie participative ou le lien social ou encore la solidarité active et l'agriculture biologique? Il nous dit toute agriculture à la base est biologique. De même, on désigne agriculture conventionnelle, ce qui est en réalité une agriculture chimique. Et à trop ingérer ces cochonneries, si une grave maladie se déclare, le malade se consolera en se disant qu'il souffre non pas d'un cancer, mais tiens-toi bien, mais d'une affection de longue durée. Wow, ça c'est... Mais pour dire, là, effectivement, moi, ça m'a toujours achalé. Tu sais, les aliments bio, là, tu sais, je me suis dit, mais la nature, c'est bio. Mm-hmm. Au départ, on devrait avoir du bio. Pourquoi qu'on est obligé de le rajouter spécialement de chimique? Ouais. Mais... Ben, je me dis, c'est peut-être parce qu'on cherchait un mot pour en trouver. Oui, parce que n'en trouvait pas. Ça ne fait pas de sens, parce que c'est déjà, comme il dit dans l'article. Mm-hmm. M. Franz Vaillant continue en disant d'où viennent ces modifications que l'on a du mal à considérer comme une évolution positive, puisque ces mots formatent nos esprits et rabotent notre sens critique. Bien, merci beaucoup. Alors, je m'arrête ici. Ouais, c'est intéressant. Peut-être que dans un avenir proche, j'essaierai de parler des bons côtés du politiquement correct. Merci beaucoup pour cette chronique Espresso allongé, donc la peur des mots. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Et merci aussi pour tes blocs Espresso et allongés où tu nous as parlé de la peur des mots ou du politiquement correct. Oui, si on veut, oui. Sujet où on va certainement y revenir. Ouais. C'était très intéressant. Notre invité en début d'émission, Antoine Pénou, nous a présenté l'application Chill Time. Alors, ça va être à suivre dans les prochaines années. Notre invité en début de deuxième demi, Marie-Josée Boisvert, nous a fait mieux connaître le centre de soir Denise Massé. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.